Pascal est professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, où il fait des recherches sur le vote, le populisme en France et en Europe, l'évolution des clivages politiques. Pardon, je suis très fatiguée, je suis levée depuis 5 heures du matin, donc pardonnez-moi si je fais si je bute sur certains mots, d'accord? Il a également dirigé le Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF, c'est correct ou c'est CEVIPOF? CEVIPOF. La carrière de Pascal est en effet brillante et impressionnante. Je ne pourrais absolument pas vous énumérer toutes les fonctions qu'il a occupées, ni faire justice à tout ce qu'il a accompli. Sachez qu'il a publié 18 ouvrages. C'est correct? Oui. Et qu'il est aussi chevalier de la Légion d'honneur depuis 2016. Et nous avons 2 chevaliers de la Légion d'honneur parmi nous ce soir. C'est dont je suis très fière et ravie. Il vient de publier au PUF, en 2021, un livre sur le populisme dans la collection Que sais-je. Il est président des alumni de Sciences Po et remplit des fonctions de conseil politique au Sénat, à l'Assemblée nationale et chez le président de la République. Et il remplit aussi des fonctions d'intervention sur les médias écrits et audiovisuels, particulièrement Le Figaro, L'Opinion, RTL, c'est une radio, Europe 1, Radio France, Public Sénat, la chaîne parlementaire et la 5. Au moment de la crise des Gilets jaunes, il a été nommé par le président du Sénat comme garant du grand débat national. Ce grand débat a été un processus inédit de démocratie participative à l'échelle nationale. Expérience sur laquelle il a écrit un livre qui se nomme « Le grand écart, chronique d'une démocratie fragmentée » qui a été publié en 2019 chez Plomb. J'ai une petite anecdote à partager avec vous. Après une session d'été de Middlebury, je suis partie en France afin de voir mes parents qui sont plutôt âgés. Mes parents vivent à côté de Perpignan, mais je n'ai pas l'accent. Ils sont originaires de Perpignan. Et la langue maternelle de mon père, c'est le catalan. Et ça n'a rien à voir avec ce que je voudrais vous dire. Une fin d'après-midi, j'ai allumé le poste de télévision, car je voulais regarder les infos. J'arrivais des États-Unis, je voulais me renseigner. Il était trop tôt pour le journal télévisé de 20 h. Alors j'ai opté pour l'émission C'est dans l'air, sur France 5, l'une des chaînes publiques. Quelle n'a été ma surprise quand le journaliste animant l'émission a présenté Monsieur Pascal Perrineau. Pascal, qui avait enseigné tout l'été à Middlebury, à qui je venais de dire au revoir, se trouvait à nouveau devant moi, mais sur le petit écran. J'avoue avoir bu toutes ces paroles, l'avoir écouté très attentivement et avoir admiré ce magnifique orateur que vous allez entendre dans quelques minutes. Je dois aussi avouer que maman, qui a maintenant 88 ans, et papa, qui a maintenant 89 ans, étaient tout aussi impressionnés par la prestance et l'intervention de Pascal dans cette émission bien connue des Français. Dernière petite chose que vous ne savez peut-être pas sur Pascal, qui est d'une grande discrétion. Dernière petite chose que j'ai apprise tout récemment, il fait partie de la chorale. Bravo! Moi, j'en rêve, mais je n'ose pas. Donc Pascal, il faudra me dire... J'ai osé. Bravo, bravo, bravo. Comme quoi, c'est fabuleux. Il fait partie de la chorale et nous aurons donc le plaisir de le voir parmi le groupe de chorale dans quelques semaines. Ce soir, toutefois, Pascal ne va pas chanter, à moins qu'il ne nous surprenne. Il va aborder un sujet très sérieux, un sujet à la fois fascinant, pardon, je sais, il y a de l'écho, un sujet à la fois déroutant et fascinant, à savoir l'étrange élection présidentielle en France qui a eu lieu au printemps 2022. Accueillons donc Pascal Perrineau. Pascal, à toi la parole. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Armel, de cette trop élogieuse présentation.
Heureusement, j'avais le masque et donc on ne me voyait pas rougir. Alors, en effet, on va tenter de revenir et de comprendre la dernière élection présidentielle qui a eu lieu il y a quelques semaines, l'élection qui a eu lieu en 2 tours, comme toutes les élections sous la Ve République, les 10 et 24 avril 2022, et qui a vu la victoire et la réélection d'Emmanuel Macron, le président sortant. Mais cette élection est surprenante, étrange à bien des titres. Elle est surprenante à bien des titres, d'abord parce que le président a été réélu. C'est exceptionnel. Ça n'était jamais arrivé en France, sauf quand un président avait connu une cohabitation. Mais pour un président n'ayant pas connu de cohabitation, ça n'était jamais arrivé sous la Ve République. Donc, c'était arrivé pour le général de Gaulle, mais le général de Gaulle n'avait pas été élu par le peuple en 1958. Donc, là, on a 2 fois une élection populaire qui aboutit à la réélection du président. Ça, c'est le premier élément étrange. Jamais un président sortant, n'ayant pas connu de cohabitation, n'avait été réélu. Deuxièmement, c'est une élection, on dit que les Français, vous savez, ont la tripe politique, qu'ils se passionnent pour la chose politique, c'était vrai, c'est peut-être de moins en moins vrai. Mais les passions politiques restent fortes en France. C'est vrai dans les familles, dans les milieux professionnels, en particulier chez les enseignants en général, il y a une espèce de passion politique pour savoir à quelle tendance on appartient. Mais il faut savoir que toutes les couches sociales, même les professeurs, sont touchés de plus en plus par ce qu'on pourrait appeler une fatigue civique. C'est-à-dire qu'en dépit de l'intérêt que l'on a pour l'élection présidentielle, qui est la grande élection reine sous la Ve République, les Français commencent à regarder le spectacle politique avec distance. Avec distance, et ça se traduit de plus en plus, on va le voir, par une poussée de l'abstention. Même pour la présidentielle. Troisième élément étrange, et que la France n'est bien sûr pas la seule à avoir connu, c'est une élection qui, dans la série des 11 élections de la Ve République, c'est la 11e élection par le peuple du président sous la 5e, c'est une élection qui s'est tenue dans un double contexte entièrement nouveau. Le contexte d'une pandémie, celle de la Covid-19, qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Je regardais encore hier, 134 000 personnes contaminées, 144 morts à l'hôpital. Hier. Donc la pandémie continue. Et second événement tout à fait exceptionnel, bien sûr, la guerre en Ukraine. Parce que la guerre, ça, c'est en permanence dans le monde. Mais la guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre à la bordure orientale de l'Union européenne, ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau, avec des pays de l'Union européenne, et en particulier la France, puisque le président français était président de l'Union européenne de janvier à juin 2022, un pays, la France et l'Union européenne, directement interpellés, bien sûr, par ce qui se passait de manière dramatique en Ukraine. Ça, c'est un troisième phénomène qui va avoir un impact. Quatrième phénomène, c'est une élection qui voit, peut-être pour la première fois sous la Ve République, la quasi-disparition des forces qui avaient structuré toute la vie politique sous la Ve. C'est-à-dire à gauche, le Parti socialiste, et à droite, le Parti conservateur qui a connu plusieurs noms. Donc les noms ne sont pas très importants. Mais il y avait 2 grands partis dont tout le personnel politique était issu sous la Ve République et qui avaient structuré ce qu'on appelait la bipolarisation sous la Ve République, c'est-à-dire au fond un peu ce que vous connaissez aux États-Unis, avec d'un côté les démocrates, de l'autre les républicains. Nous avions, toute proportion gardée, les socialistes à gauche et puis les conservateurs ou les héritiers du néo-gaullisme et du gaullisme à droite. Là, il y avait bien sûr une candidate socialiste, il y avait bien sûr une candidate de la droite conservatrice. Elles sont toutes les 2 en voie de disparition.
elles ont fait moins de 5% toutes les deux. Et même la candidate socialiste, elle est... Alors là, on voit une marginalisation totale. Donc, c'est une élection, à cet égard, très étonnante. Est-ce que ça signe, oui ou non, la fin de ces deux grands partis qui ont fait la vie politique française depuis un demi-siècle? Cinquième élément étrange, et qui a quelque chose à voir avec celui que je viens de mentionner, c'est l'incroyable explosion des candidats protestataires. En effet, ce n'est pas la première fois en France qu'il y a des candidats très protestataires dans une élection présidentielle, mais là, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, il y en avait 3 à la gauche de la gauche, à l'extrême gauche, il y en avait 3 à la droite de la droite, à l'extrême droite, et bien sûr, ceux qui occupaient le devant de la scène, c'était bien sûr Marine Le Pen, ensuite Jean-Luc Mélenchon, à gauche, de la gauche, et Éric Zemmour, qui était on va voir, un homme qui venait plutôt de l'extrême droite intellectuelle, et qui s'est invité et a beaucoup perturbé la campagne électorale, beaucoup plus que les résultats électoraux. Donc, une élection de protestation, comme on en avait mais jamais vu. Jadis, il y avait un candidat protestataire, et puis voilà, quand il faisait 15%, on disait mais c'est exceptionnel. Là, on a 3 candidats protestataires, et même si on rajoute les petits, qui vont faire et vont rassembler la majorité des électeurs. La majorité des électeurs va voter pour des candidats de la protestation. Et enfin, dernier côté surprenant, étrange, c'est ce qui s'est passé après. Depuis le début du XXIe siècle, les élections sont organisées en France de la manière suivante. On élit d'abord un président pour 5 ans, et puis dans les semaines qui suivent, pardon, je cherchais de l'eau, mais je n'en trouve pas. Dans les semaines qui suivent, il y a les élections législatives qui sont organisées juste après l'élection présidentielle. On s'aperçoit que... Oh, ça va aller, merci, Nicolas. Si jamais ça ne va pas, je viendrai vers toi. Ouais, merci. Et d'habitude, c'est toujours le cas, aux élections législatives, les Français qui sont consultés quelques semaines après l'élection présidentielle, ils donnent une majorité au président pour qu'il puisse gouverner. Ils ne vont pas lui compliquer la tâche, les Français ne sont pas pervers à ce point-là, de lui compliquer la tâche quelques semaines après. En général, c'est même un raz-de-marée, que ce soit un président de gauche, un président de droite, c'est un raz-de-marée en général de députés qui permettent au président ensuite de mettre en œuvre sa politique. Là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le contraire non plus, puisque Emmanuel Macron a une majorité, mais une majorité relative. Il n'a pas la majorité absolue des députés. Mais les députés macronistes sont de loin le premier groupe à l'Assemblée nationale. Mais pour la première fois, pas de majorité absolue. Pas de majorité absolue. Alors on va reprendre chacun de ces 6 étrangetés. La première étrangeté, c'est un président sortant réélu. En effet, il y a eu plusieurs présidents sortants qui se sont représentés. Ça a commencé en 1981. Le président de droite libérale qui était en place, Valéry Giscard d'Estaing, décide de se représenter après un mandat qui était un mandat de 7 ans. Il se représente contre l'éternel représentant de la gauche, François Mitterrand, qui était candidat pour la 3e fois, et François Mitterrand bat Valéry Giscard d'Estaing. Donc, premier échec d'un président qui cherchait à être élu, il n'est pas réélu. François Mitterrand, élu donc en 1981, réélu en 1988, mais il est réélu, pourquoi ? Parce qu'il avait connu de 1986 à 1988, pendant 2 ans, à l'époque où les élections législatives étaient déconnectées de l'élection présidentielle, les Français avaient choisi, comme c'est souvent le cas, ils avaient connu, ils avaient connu 5 ans de gauche, ils avaient envie de changer. Donc ils avaient voté à droite en 86.
Et de 86 à 88, on va avoir une cohabitation. La cohabitation, c'est quand un président est d'une couleur politique, là, socialiste, et qu'il est obligé de gouverner avec une majorité de députés de droite. Donc, ils cohabitent. Ils ont cohabité pendant 2 ans. Quand la majorité des députés est de droite, comme c'était le cas en 1986, la Ve République n'est plus un régime présidentiel. La Ve République, c'est un régime extrêmement souple, en fait. C'est-à-dire quand il y a une majorité de députés qui sont, par exemple, à droite, eh bien, le gouvernement gouverne à droite. C'est ce qu'a cru récemment, ou qu'a tenté de faire croire aux Français, Jean-Luc Mélenchon, en disant « élisez-moi Premier ministre ». On n'élit jamais un Premier ministre, mais il faisait semblant d'y croire. Élisez-moi Premier ministre, c'était de dire quoi? Ah, M. Emmanuel Macron a gagné, mais vous allez envoyer une majorité de députés absolue de gauche qui feront que je pourrai être président, parce qu'à ce moment-là, le président Macron sera obligé de me nommer Premier ministre. Les espoirs de Jean-Luc Mélenchon ont été terriblement déçus, mais tout le monde le savait, sauf lui, je crois que lui aussi le savait, mais faisait semblant de ne pas le savoir. Donc, François Mitterrand est réélu, mais il y a eu cohabitation. Jacques Chirac, quelques années plus tard, est élu en 1995. Il est réélu en 2002. Mais pourquoi? Parce que là, il avait connu 5 ans de cohabitation. C'est-à-dire, Jacques Chirac avait eu l'idée très étrange de dissoudre une chambre de droite en espérant qu'elle serait encore plus à droite. Et puis les Français ont choisi une chambre de gauche. Donc il a été obligé de gouverner avec un Premier ministre de gauche pendant 5 ans. C'est beaucoup. 5 ans sur 7 ans. Hein? Et donc les Français, ils ont connu quoi pendant 5 ans? Ils ont connu une politique de gauche. C'est l'époque où il y a eu le Pax, où il y a eu la loi sur les 35 heures, des tas de lois de gauche. Et les Français, en 2002, n'ont plus envie de la gauche. Ils n'ont plus envie de la gauche, ils l'ont essayé pendant 5 ans, ils sont déçus, et donc, ils vont revoter Chirac, qui arrive en première position, et suprême cadeau qu'ils font à la gauche, celui qu'ils font arriver en seconde position, les Français, c'est Jean-Marie Le Pen, qui arrive à quelques centaines de milliers de voix devant Lionel Jospin. Donc Lionel Jospin n'est même pas au second tour. Même pas au second tour. Et donc on a pour la première fois en France un candidat d'extrême droite qui est au second tour. Mais Jacques Chirac l'écrasera littéralement, 82% des voix contre lui au second tour. Si vous voulez, le problème est très vite réglé. D'ailleurs, Le Pen n'avait aucune envie de devenir président de la République. Comme il disait, nous ne sommes pas prêts et autour de moi, il n'y a qu'une bande de clampins. Vous voyez la haute estime dans laquelle il porte ses camarades. Nicolas Sarkozy, en 2007, est élu, c'est l'héritier l'héritier. Difficile de dire l'héritier de Chirac. Mais enfin, c'est la droite qui continue. Et Nicolas Sarkozy est élu, assez triomphalement d'ailleurs, en 2007. Et il se représente 5 ans plus tard, en 2012. Là, il n'y a pas eu de cohabitation. Puisqu'on est dans le nouveau régime, les élections législatives, juste après l'élection présidentielle. Donc il a gouverné avec des députés de droite, pas de problème. Et que font les Français en 2012? Ils le sanctionnent. Et ils votent pour un candidat socialiste, M. François Hollande, dont le programme essentiel était « J'ai toutes les qualités que Emmanuel Macron. J'ai toutes les qualités, je crois qu'on pourrait penser ça aussi d'Emmanuel Macron, mais que Nicolas Sarkozy n'a pas. » Voilà. Et il sera élu en 2012, donc Nicolas Sarkozy, oui, c'est la règle. Aucun président réélu n'est réélu quand il n'y a pas eu de cohabitation. Et François Hollande, son quinquennat sera tellement difficile, certains disent catastrophique, c'est peut-être un peu dur quand on regarde ça avec le retour des années, mais il sera tellement perçu comme négatif qu'il tire les conclusions lui-même de son impopularité, et quelques semaines avant, quelques mois avant les élections, il dit « je ne me représenterai pas ». C'est-à-dire il s'auto-élimine. Plutôt que les Français le battent, il préfère se battre lui-même. Et je crois qu'il a eu raison.
parce que ça aurait été redoutable pour lui au second tour. Donc il n'a pas les moyens politiques de se représenter, il se représente. Emmanuel Macron est élu en 2017, première élection d'ailleurs étrange, parce que c'est une élection où ça bouscule énormément. Hein, énormément, parce que, voilà, il vient un peu de nulle part, Macron. Certes, il a été ministre de l'économie et des finances de gauche, mais enfin, il vient un peu de nulle part, il fait turbuler le système. Hein. Avec des collègues, on avait fait un livre, on avait appelé ça le vote disruptif. Hein. Il fait une vraie disruption politique, Emmanuel Macron. Et il bat Marine Le Pen, qui, elle, comme son père s'était invité, s'invite au second tour, mais attention, tout commence à changer. Marine Le Pen, au second tour, fait 33%. Il se représente, et beaucoup de gens disaient, ah, voilà, Macron, il va connaître ce que les autres ont connu, il n'y a pas eu de cohabitation, mais il va être battu. Surtout que la popularité de Macron est faible. Les autres, c'est encore plus faible. Ce qui fait la force de Macron, c'est souvent l'impopularité des gens qui l'ont en face. Et c'est en politique, c'est presque une loi. Hein, vous êtes fort quand vos adversaires sont faibles. Tout commence à se gâcher quand vous avez un adversaire qui sort la tête du lot et commence à avoir une existence politique. Mais si vous avez que de pâles leaders politiques devant vous, eh bien voilà, vous pouvez vous permettre même beaucoup de sottises, beaucoup de pas de côté. Hein, vous apparaissez comme le premier dans une assemblée de nuls. Donc, Emmanuel Macron va être réélu. Et c'est le premier. C'est vrai que ce jeune président de la République, qui déjà avait complètement bouleversé le jeu politique en 2017, le rebouleverse à sa manière 5 ans plus tard. Parce que c'est étonnant. Si la politique a des lois, Macron déjoue sans arrêt les lois de la politique. Il a un côté assez disruptif, en effet. Hein. Le mot avait été inventé par les économistes, vous savez, pour expliquer la stratégie de ces chefs d'entreprise qui arrivent sur des marchés et perturbent complètement les marchés. Hein, regardez ce que Uber a fait, par exemple, dans le secteur des transports en taxi. Ils sont arrivés, ils ont complètement perturbé le marché des transports privés, hein, avec une réussite assez étonnante. Hein. Au fond, Macron, sur le plan politique et sur le marché politique, si on peut utiliser cette métaphore, c'est véritablement un grand disrupteur. Deuxième élément, la fatigue civique. Les Français, pendant très longtemps, avaient la tripe civique, c'est-à-dire les Français ont voté. Et on votait beaucoup, surtout, pour deux types d'élections. La présidentielle, parce que c'est le grand moment, c'est ce qui distribue l'essentiel du pouvoir en France, et puis les municipales, c'est-à-dire les élections locales, les élections dans les communes. Pourquoi? Parce que tout Français, au fond, quand vous réfléchissez avec lui, tout Français a deux patries. Il a la grande patrie, la nation France. Et puis il a la petite patrie, sa commune. La commune où il vit, la commune où il est né, pour laquelle il a un attachement affectif. Et les Français participent beaucoup quand il y a de l'affect en politique. Et ils participent beaucoup à la présidentielle et aux législatives. Pour le reste, aux municipales. Pour le reste, ils participent beaucoup moins. Et on aurait dû être très attentif. On ne l'a pas fait parce qu'il y avait la Covid, bien sûr, qui régnait en France. Mais toutes les élections sous le quinquennat de Macron sont des élections pas abstentionnistes, des élections très abstentionnistes. On bat tous les records d'abstention. Il y a d'abord les élections municipales. Là, on aurait dû être attentif, parce que les élections municipales, d'habitude, c'est 80% de Français qui participent. Là, c'est 55% de Français qui s'abstiennent aux élections municipales. Ils boudent les élections municipales. Alors c'était le début du Covid. Il y avait tellement de Covid qu'on n'avait même pas organisé le second tour. On a organisé le second tour plusieurs mois plus tard. Hein? Mais une abstention record. Un peu plus tard, en juin 2021, il y a les élections pour les départements et les élections pour les régions. Hein? Les deux stades, les deux étages des pouvoirs locaux au-dessus de la commune. Là aussi, l'abstention monte, alors que la Covid se calmait.
Mais l'abstention monte pour atteindre des records que l'on n'avait jamais vus en France. 2 tiers des Français s'abstiennent. 2 tiers. C'est gigantesque. 1 tiers des Français va voter. 2 tiers restent chez eux. Alors, cela a un impact, bien sûr, vous allez le voir, atténué, mais cela a un impact sur les élections présidentielles. Là, vous avez en rouge les abstentions au second tour de l'élection présidentielle depuis le début, 1965, et en bleu les abstentions au premier tour. Prenons en bleu les abstentions au premier tour. Vous voyez que du début de la Ve République jusqu'en 1995, jusqu'à la fin du XXe siècle, donc la deuxième moitié du XXe siècle, on est, sauf une exception, on est toujours en dessous de 20% d'abstention. Toujours. Après, sauf l'élection de Sarkozy, on est toujours au-dessus de 20%. Il y a une rupture. Les Français commencent à s'abstenir de plus en plus. 2002, c'était très élevé, mais en 2022, ça va être la deuxième élection la plus abstentionniste de l'histoire des présidentielles. Et même chose pour le second tour. Sauf le cas de 1969, qui était un cas tout à fait politiquement à part. Vous voyez, ça participait même beaucoup au second tour. Parfois, il n'y avait que 14% d'abstention. Et puis là, maintenant, ben voilà, au second tour, en tout cas pour la période récente, on est au-dessus de 25% au second tour. Un Français sur 4 qui s'abstient. Alors que la question est simple, vous voyez, 2 candidats, les choses sont claires. Donc on voit bien que la fièvre abstentionniste touche même l'élection présidentielle. Le Covid et la guerre en Ukraine. Alors le Covid, il a connu, si vous voulez, quand vous regardez la période électorale, on commence à rentrer en campagne électorale en France au début de l'année. C'est au début de l'année, après Noël. Les Français à Noël, ils veulent avoir la paix, ils veulent manger leur dinde, voilà, beaucoup de choses. Ils sont dans leur famille, ça discute assez peu de politique. Mais à partir de janvier, ça y est, on se dit, c'est lancé, on connaît mieux les candidats, le président va se faire beaucoup attendre, mais c'était un peu normal parce qu'il présidait l'Union européenne, donc il avait autre chose à faire. Quand un président est candidat, vous voyez, son poids politique baisse. Tant qu'il n'est pas candidat, il garde un poids politique. Et pour Macron, il fallait qu'il garde un poids politique sur la scène internationale. Donc il se prononcera, on lui a reproché, mais c'est compliqué, il se prononcera tard. Or, quand on regarde la Covid, je vais vous montrer des courbes, on s'aperçoit qu'il y a un pic en janvier. Il y a plus de 300 000 cas, c'est-à-dire plus du double d'aujourd'hui. Plus du double d'aujourd'hui. Et lors de la campagne, ça va se calmer, mais ça va se calmer en connaissant un second rebond. Là, vous avez, c'est les personnes hospitalisées, l'indicateur. Et là, vous apercevez bien sûr, là, dans les années mars 2020, vous voyez, calme, ça. L'été 2020, ça s'était beaucoup calmé. Fin 2020, la troisième vague, ça se calme vraiment en 21. Une petite vaguelette, et là, vous voyez, là, ça recommence. Regardez, la cinquième vague, on est très haut. Mais on ne s'en rend même plus compte tellement on est habitué. C'est vrai, on ne s'en rend plus compte parce qu'on est complètement habitué. Mais la vague est extrêmement élevée et vous voyez qu'on a du mal à résorber. Là, regardez comment on l'avait résorbé parce qu'on avait eu un confinement total, un deuxième confinement, un troisième confinement. On avait écrasé quelque part l'épidémie. Là, on n'écrase plus rien. On n'écrase plus rien. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Regardez le titre du New York Times aujourd'hui. Aux États-Unis, ça redémarre, et dans la région de Chicago, ça s'affole. Donc, en pleine campagne, vous voyez, il y a le Covid. Il y a le Covid. Et là, aujourd'hui, en France, ça remonte. On est dans une 7e vague. Alors, bien sûr, la Covid a varié. Les populations sont davantage vaccinées. Mais enfin, je vous le disais, 130 000 hospitalisés par jour, hier, et 144 morts. C'est pas négligeable. Pas négligeable. Et donc, forcément, le Covid, ça ne vous pousse pas à aller voter.
Il y a toute une série de personnes, et en particulier de personnes fragiles, aller attendre dans un bureau de vote. Et moi, je suis allé au premier tour, je me souviens, dans un bureau de vote. Moi, j'avais voté déjà pour moi, j'avais fait la queue pendant une demi-heure. Je suis allé voter pour ma fille qui habite dans un arrondissement dans lequel il y a énormément de gens. J'ai attendu 1 heure. Oui, je me disais 1 heure et demie, là, le Covid, je vais l'attraper. Hein, voilà, à attendre dans des files interminables d'électeurs. Et c'était extrêmement pénible. Et donc, on le voyait. Les gens âgés, ils attendaient 10 minutes, puis au bout d'un moment, ils partaient. Hein, un abstentionniste de plus, un abstentionniste de plus. Donc une épidémie de Covid qui a été tout de même extrêmement forte et qui n'est pas un facteur de participation. La guerre en Ukraine. La guerre, vous savez, elle commence avec l'agression russe qui est déclenchée le 24 février. Tout de suite, le président répond. Dès le soir du 24 février, vous voyez, sur fond de drapeaux européens et de drapeaux ukrainiens, Emmanuel Macron fait une intervention à la télévision, qui est une intervention assez dramatique, d'ailleurs, pour montrer tous les enjeux de cette agression russe et les effets de déstabilisation qu'elle provoque. Et il appelle, dès le 24 février, à une réaction unitaire des Européens. Parce que la grande peur qu'il a, c'est qu'au fond, chaque pays joue sa propre carte. Ce que l'on peut dire, c'est que 4 mois après, on peut être tout de même rassuré. Les Européens ont gardé peu ou prou une attitude relativement unitaire d'aide à l'Ukraine, et ce qui n'était pas évident, d'aide armée, d'aide en armes. Même l'Allemagne s'y est mise. Et ce qui est exceptionnel dans l'histoire. Les Allemands ne voulaient plus entendre parler d'armes sur le territoire européen, et en particulier de fourniture d'armes. Et l'Allemagne s'y est mise. Ce qui est vraiment, quand on fait un peu d'histoire, une nouveauté tout à fait importante dans ce qu'est devenu aujourd'hui l'Europe, même s'il n'y a pas encore d'Europe de la défense. Mais on voit bien, lorsqu'il y a des menaces sur la bordure orientale, et Dieu sait si des pays comme les pays baltes, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, se sentent directement menacés. Et dès le 25 février, des troupes françaises ont été envoyées dans ces pays pour protéger la frontière, parce qu'on se disait à un moment, mais où Poutine s'arrête, quoi. Et les Ukrainiens se chargeront eux-mêmes d'arrêter Poutine et d'enliser l'armée russe à une époque où il y avait encore des terres très humides, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais des terres très humides en Ukraine où les chars et les troupes russes s'enlisaient. Alors cette guerre sur la frontière orientale de l'Union européenne a percuté complètement la campagne de l'élection présidentielle. Si vous voulez, peu à peu, on s'est mis, on ne parlait plus de rien sauf de l'Ukraine. Et la guerre en Ukraine a révélé des complicités obscures entre certains candidats et Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'est dit, mais qui, dans le personnel politique qui se présente à l'élection, est carrément aux côtés de l'Ukraine, sans ambiguïté aucune, et qui fait semblant d'être aux côtés de l'Ukraine, mais en fait a des proximités évidentes avec Vladimir Poutine. Alors bien sûr, il y a eu le cas de Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen, en 2017, avait été carrément chercher le sacre à Moscou de Vladimir Poutine en lui serrant la main. Marine Le Pen a été assez habile cette fois-ci parce que très vite elle condamne et très vite elle dit qu'elle ne referait pas ce qu'elle avait fait en 2017. Deuxième ambiguïté, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a toujours eu, vis-à-vis du président Poutine, une attitude très clémente, en particulier au moment de l'annexion de la Crimée. Il considère au fond que la Crimée est une terre russe et que voilà, et que le Donbass, ben voilà, il faut s'arranger avec Poutine, et que le Donbass n'est pas de toute éternité une terre ukrainienne.
ce que pensent les Ukrainiens, en dépit de la population russophone, qui est en effet importante dans le Donbass. Donc, oui, Mélenchon a toujours eu des complaisances vis-à-vis du président Poutine. Et il y a même des phrases un peu malheureuses qu'il a pu avoir sur Poutine, comme il a eu des phrases extrêmement malheureuses sur Hugo Chavez, Nicolás Maduro ou Raúl Castro, c'est-à-dire des hommes qui se caractérisent avant tout par leur propension à la dictature personnelle, et qui n'apprécient pas le débat démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire. Le peuple vénézuélien aujourd'hui n'a qu'une idée, c'est de quitter ce paradis que Maduro dit être en ce qui concerne son propre pays, le Venezuela. Hein? Quand on est en Colombie, qu'est-ce qu'on voit? Des colonnes et des colonnes de réfugiés vénézuéliens qui cherchent à passer en Colombie. Parce que, voilà, ils crèvent de faim maintenant en Colombie. Donc, on ne comprend pas d'ailleurs très bien l'espèce de fascination de Jean-Luc Mélenchon pour ce type de leader, puisqu'il a même proposé à un moment que la France adhère à l'alliance bolivarienne. Je ne sais pas si vous voyez, ça va loin tout de même. Hein. Ça va extrêmement loin. Hein. En termes de stratégie internationale, ça serait un bouleversement total de la politique internationale de la France, qui se retrouverait aux côtés de dictatures, tout simplement. Donc, Mélenchon est très gêné. Il condamne, mais il condamne avec beaucoup de prudence. Le moins prudent, c'est Éric Zemmour. C'est normal. C'est un nouveau en matière politique, il n'a pas de métier. Et donc, lui, va, dès le début, dire au fond que, ben voilà, les Ukrainiens, quelque part, ils ont un peu cherché ce qui leur arrive, que accueillir des Ukrainiens, tout de même en Europe et en France, il ne faut pas pousser. Voilà. Donc, une attitude qui est une attitude, en effet, de provocation, comme les aime beaucoup Éric Zemmour, c'est un tempérament de provocateur, mais qui va lui coûter, alors là, très cher politiquement. Parce que les Français se disent, au fond, Marine Le Pen, Mélenchon, c'est des mélenchonistes qu'on peut espérer repentis. Je n'en crois pas un mot, mais qu'on peut espérer repentis. Éric Zemmour, lui, il n'est pas repenti, il assume. Il assume, et donc on va lui faire payer. Et Éric Zemmour, qui s'était envolé vers les 15% d'intention de vote, va retomber aux élections à la moitié de ce capital. Ça va lui coûter très cher, et d'ailleurs dans l'analyse qu'il fait aujourd'hui de sa défaite, il dit voilà, c'est l'Ukraine qui m'a tué. C'est l'Ukraine qui m'a tué. Quatrième étrangeté, la disparition des poids lourds de la vie politique française. En effet, je vous ai donné à chaque fois, et c'est récent, il y a eu des signes annonciateurs depuis de nombreuses années, mais c'est récent. On va prendre tout simplement l'élection de 2012, et c'était il y a 10 ans, hein, et l'élection d'aujourd'hui. Et on va voir ce qu'il en est du destin du candidat socialiste ou de la candidate socialiste, et du destin de la candidate conservatrice ou du candidat conservateur. Anne Hidalgo était cette fois-ci, c'est la maire de Paris, hein, socialiste, était candidate du Parti socialiste. Elle a fait 1,26. D'habitude, c'est réservé, si vous voulez, à d'obscurs candidats venus de micro-partis trotskistes, 1,26. Vous voyez, 1,26. Ça fait 616 000 voix. Elle n'atteint même pas le million de voix. C'est une catastrophe terrible. Et même pour elle à Paris. À Paris, elle est à peu près au même niveau. C'est-à-dire elle n'existe plus politiquement. 10 ans plus tôt, François Hollande faisait 28,6. Il faisait plus de 10 millions de voix. Vous vous rendez compte en 10 ans? C'est une disparition. C'est une chute libre du Parti socialiste qui peut-être d'ailleurs ne s'en remettra pas. Du côté de la droite, Nicolas Sarkozy, il va être battu. Mais au premier tour, en 2012, il fait 27,2, presque 10 millions de voix. Madame Pécresse, présidente de la région Île-de-France, la grande région qui inclut Paris, mais qui comprend les départements limitrophes, elle fait 1 679 000 voix sur 35 millions de votants et plus de 48 millions d'électeurs inscrits. Elle fait, alors vous allez dire,
en effet, c'est moins catastrophique qu'Anne Hidalgo. Elle pourrait se rassurer en disant « je fais plus de 2 fois plus que Madame Hidalgo ». Mais vous voyez, vraiment, il faut y croire. Il faut y croire à la comparaison. Donc là, on a 2 grands partis de droite et de gauche qui rassemblaient encore en 2012 56% des voix. C'est-à-dire, dans un premier tour d'élection présidentielle, vous aviez plus d'un électeur français sur 2 qui allait spontanément vers eux. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, 5%. Même pas 5%. C'est-à-dire, c'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin. Oui, les partis peuvent peut-être mourir. Pour le Parti socialiste, il est quasi en mort terminale, en phase terminale. Pour les Républicains, le parti de droite, la renaissance ne va pas être facile. Là, voilà la déroute des forces socialistes. Ça, c'est la situation de 2012, la situation de 2022, la situation à droite de Sarkozy, la situation de Mme Pécresse. Alors, n'y voyez aucune approche genrée, qui pourrait être très dure pour le genre féminin. Elles ne sont pour rien dans la déchéance de leur parti. Ça aurait été des hommes, c'est exactement le même destin. Simplement, il y a de plus en plus de candidates importantes aujourd'hui, et heureusement, qui sont des femmes. Dans un personnel politique français qui, pendant longtemps, a été tout de même très masculin. Alors venons-en, 5e étrangeté, à l'explosion. Et c'est compris par ça, parce que où vont toutes ces voix? Où vont-ils? L'explosion de la protestation électorale. Là, vous avez la galerie de portraits des 12 candidats. Voilà ceux pour lesquels nous avons voté, ou nous avons refusé de voter. Alors, je vais d'abord vous les présenter. Là, vous avez une candidate trotskiste, Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, c'est vraiment l'extrême gauche pure et dure. Là, vous avez Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise. Il se présente souvent comme étant la gauche de la gauche. C'est un courant populiste de gauche qui, pendant très longtemps, a abandonné, avant de les retrouver tout à fait récemment, les critères marxistes de la classe, et qui disait, au fond, la grande division en France, c'est l'oligarchie et le peuple. Démarche typiquement populiste. Eux et nous. Division binaire qu'on retrouve dans tous les populismes, de droite comme de gauche, dans le monde entier. Là, M. Poutou, autre trotskiste du nouveau parti anticapitaliste. Là, le candidat du Parti communiste, M. Fabien Roussel. Là, Mme Hidalgo, candidate du Parti socialiste. Là, M. Jadot, candidat des Verts, candidat écologiste. Là, on passe au centre et à droite, Emmanuel Macron. Mme Pécresse, candidate des LR. Là, bon, un candidat qui est inclassable. Qui est inclassable, qui est un candidat plutôt, d'ailleurs on pourrait le mettre presque dans la protestation. C'est la protestation de la ruralité. C'est un homme qui a été berger dans les Pyrénées, qui est très bien implanté dans le sud pyrénéen, dans les montagnes, et on s'aperçoit, il y a des politologues qui ont travaillé sur les scores de ce candidat, et c'est très intéressant. Plus la commune est haute en altitude, plus le vote est élevé. Plus le vote est élevé. Il y a une corrélation, mais qui marche. C'est-à-dire les gens des montagnes, des pâturages de montagne, se retrouvent dans le vote pour ce candidat, qui est un candidat très original. Il a fait la grève de la faim, il a parcouru la France à pied. Même les étudiants de Sciences Po l'aiment bien. Il y a des étudiants de Sciences Po, à peu près 3%, je crois c'est ça, qui ont voté pour cet individu, qui est un personnage vraiment très bizarre, très étrange. Et là, les 3 candidats de la protestation de la droite, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, qui est un candidat souverainiste, c'est-à-dire avant tout un candidat anti-européen. Anti-européen. Vous voyez, j'ai mis un éclair sur les 6 candidats qui sont de manière claire des candidats à gauche et à droite de protestation. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de programme. Madame Le Pen a un programme, Monsieur Mélenchon a un programme, Monsieur Poutou
c'est plus difficile. Nicolas Dupont-Aignan a un programme. Éric Zemmour prétendait avoir un programme, un peu obsessionnel, mais un programme. Et Nathalie Arthaud, bon, elle appelait au rassemblement des travailleurs. Voilà, hein. Donc, il y a là une véritable explosion de ces 6 candidats. Quand vous faites la protestation de gauche, c'est-à-dire Arthaud, Poutou, Mélenchon, ça vous fait plus de 23% des Français. Presque un Français sur 4 a voté pour un de ces candidats. En 2012, c'était 13%. Hein, donc une vigoureuse poussée de 10 points, de plus de 10 points, hein, en 10 ans. Quand vous faites le total de la protestation de droite, alors là c'est beaucoup plus impressionnant. Hein, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Zemmour, ça fait un total de 32%. C'est-à-dire un Français sur 3. Ces candidats faisaient, en 2012, à peine 20%. La progression de la protestation de la droite radicale, c'est presque 13 points en 10 ans. C'est-à-dire que les forces protestataires rassemblent aujourd'hui, les Français ne se rendent pas compte, 56% des électeurs. Elles en captaient 33% en 2012. Plus de 20 points en 10 ans. Ça prouve que, vous voyez, la protestation est un sport politique qui se porte et qui se pratique beaucoup, de plus en plus. Les forces de gouvernement, au fond, ont moins d'un Français sur 2 derrière elles. C'est vertigineux. Et vous voyez, pour régler les grands problèmes de l'heure, la question des retraites, la question du changement climatique, la question de l'aide aux victimes de la Covid, aux victimes de la crise économique et sociale, la difficulté des jeunes Français à trouver un emploi, parce que vous savez qu'on est un des pays du monde dans lequel trouver un emploi pour un jeune Français est un des pays les plus difficiles, la France. Le taux de chômage des jeunes Français est vertigineux par rapport à la plupart de nos voisins européens. Hein? Donc on a de multiples problèmes à résoudre, qui sont des problèmes extrêmement importants. Hein? Les difficultés de notre système d'enseignement aussi. Le système d'enseignement n'est plus aussi performant en France qu'il l'était. Il faut être lucide, et quand on est enseignant, on est bien placé pour le savoir. Il suffit de lire les copies des étudiants qui sortent du bac et qui sont en première année de l'université. Il n'y a pas de hausse du niveau. La chute du niveau est vertigineuse. Il n'y a pas de hausse de niveau. Je ne sais pas où les gens voient ça. Hein? La chute de niveau, elle est vertigineuse. Alors voilà les résultats du premier tour. Vous voyez les candidats, j'ai mis en jaune les candidats qui font un score significatif. Hein. Tous les autres en dessous de 5%. Et même M. Zemmour, il aurait encore continué la campagne pendant une semaine, il se retrouvait en dessous de 5%. Les résultats du second tour, alors là, un net redressement en effet, et une victoire imparable d'Emmanuel Macron. Certains lui ont cherché du bout de la tête. On ne voit pas pourquoi beaucoup de candidats se seraient satisfaits d'être réélus avec 58-59% des suffrages, je veux dire. François Mitterrand, lorsqu'il est réélu, en 1988, tout le monde présente ça comme un triomphe, il a 53%. Là, c'est 58,5%. Et Marine Le Pen, alors là, en effet, score historique. Jamais on avait vu, jamais même beaucoup de gens auraient pu concevoir qu'une candidate du Rassemblement national puisse dépasser la barre des 40% et atteindre un corps électoral de plus de 13 millions d'électeurs. C'est-à-dire, ça y est, le courant est vraiment enraciné dans la France profonde. Et voilà les deux Frances derrière ces deux candidats. En jaune, vous avez, là, c'est la France des communes. C'est pour ça que c'est très petit, très fin, parce qu'il y a 35 000 communes en France. Nous sommes le recordman du monde aussi du nombre de communes par tête d'habitants. La France adore avoir des spécificités fortes. Là, c'en est une. Parce qu'on est très attaché à notre petite commune, même s'il y a 100 habitants. On y est très attaché. Et en gris, vous avez toutes les communes où Marine Le Pen a dépassé les 50%. Vous vous rendez compte? Et
En jaune, moutarde, vous avez toutes les communes où Macron a dépassé les 50%. Et en bas, vous avez les territoires d'outre-mer. Et la Corse à droite. Alors d'abord, si vous faites la comptabilité, il y a plus de communes en France où Marine Le Pen est en tête que de communes où Emmanuel Macron est en tête. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron, il est en tête dans beaucoup de grandes communes urbaines. Donc dans une commune urbaine, il peut y avoir 500 000 personnes. Mais en revanche, vous voyez, les territoires, là, Marine Le Pen les contrôle mieux que Macron. Macron a un problème. Il est très à l'aise dans le milieu urbain, très à l'aise maintenant dans les zones de droite, mais sinon il est vraiment dans beaucoup d'hinterland, comme on dit, hein, loin des villes, dans les régions arrières. Là, c'est Marine Le Pen qui est hégémonique. Hein. Alors vous voyez d'autre part que ça, c'est très intéressant, parce qu'on présente très souvent le vote en faveur de Marine Le Pen comme un vote raciste et xénophobe. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, où la population est massivement une population de couleur, une population noire pour l'immense majorité, pas toujours, Saint-Pierre-et-Miquelon bien sûr, non, hein, mais une population noire, que ce soit la Réunion, où il y a aussi du sang mélangé, Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe, vous voyez, toutes ces zones, c'est Marine Le Pen qui l'a emporté. C'est-à-dire la population noire a voté Marine Le Pen. Hein? Vous voyez, quand on dit ça en France, aujourd'hui en France métropolitaine, je me dis, mais c'est pas vrai. Regardez les cartes électorales. Hein. Elle ne ment pas, elle. La terre ne ment pas. Hein? Et vous avez là des choses même tout à fait étonnantes. Des territoires homogènes, le péniste. Avec quelque chose de très intéressant, parce qu'au premier tour, ces territoires avaient donné très souvent de bons scores à Jean-Luc Mélenchon. Ce qui veut dire que toute une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon s'est reportée sur le vote Le Pen contre Emmanuel Macron. Vous voyez, hein? Et ça, c'est très intéressant, mais très dangereux à l'avenir, parce que si les extrêmes se rejoignent, alors là, la porte de la majorité est ouverte pour Marine Le Pen lors de la prochaine élection présidentielle. Si le mouvement continue, là, ça sera difficile de l'arrêter. Difficile de l'arrêter. Et vous voyez que vous avez une très forte influence dans tout le grand quart nord-est de la France, sauf l'Alsace, le département complètement orange. Ça, c'est quoi? Si vous voulez, c'est une France qui est en profonde difficulté, la France du grand quart nord-est. C'est une France d'anciens territoires industriels qui ont connu une désindustrialisation extrêmement forte. C'est le cas du Nord-Pas-de-Calais, hein, région minière, région du textile. C'est le cas de la Lorraine, je connais bien, j'y suis né, ancienne région sidérurgique, des régions extrêmement ouvrières, où aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Les usines sont fermées, les taux de chômage sont vertigineux. C'est exactement le phénomène que Detroit a connu aux États-Unis, dans l'industrie automobile. Et qui a favorisé d'ailleurs beaucoup Trump. Parce que Trump, dans un premier temps, savait parler à ses électeurs de la crise économique et sociale américaine. Et là, Marine Le Pen, elle sait incroyablement bien leur parler. Je me souviens, il y a quelques semaines, tous les médias disaient « Mais Marine Le Pen ne fait pas campagne ». Mais c'était totalement faux. Elle ne faisait pas campagne dans les médias. C'est très différent. Elle n'y allait plus dans les médias, parce qu'elle sait que de toute façon, les médias, dans leur immense majorité, sont très défavorables à Marine Le Pen. Donc elle se dit, c'est pas la peine d'aller prêcher des gens qui n'ont aucune envie d'être convaincus. C'est comme elle dit, d'ailleurs, les étudiants de Sciences Po l'avaient pour la première fois, des étudiants de Sciences Po l'avaient invité. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire à Sciences Po? Ils me détestent. Ils me détestent tous, donc c'est pas la peine d'aller à Sciences Po. Je ne vais pas perdre mon temps à aller à Sciences Po. Hein, voir des étudiants qui me détestent, qui ont envie de me cracher au visage. Donc, bon, je n'y vais pas. Donc elle a fait une campagne de terrain. Elle se promenait dans de toutes petites communes, avec un bus, et elle descendait dans des communes de 800 habitants, de 1200 habitants. Elle faisait un petit discours, c'était la presse quotidienne régionale qui le prenait, mais en région, qu'est-ce que font les Français?
ils lisent la presse quotidienne régionale, ils ne lisent pas la presse nationale. Personne, c'est comme ici, on lit Burlington, je ne sais quoi. Hein, voilà. Addison Independent, voilà. Ben, en France, c'est exactement pareil. Hein, exactement pareil. Et elle a fait une campagne très efficace dans ces territoires. Et bien sûr, elle a capté tout ce vote ouvrier, employé, chômeur et jeunes sans emploi ou ayant des grandes difficultés à intégrer le monde de l'emploi, qui n'ont rien à voir avec les jeunes étudiants. C'est un autre monde. Donc là, elle les a captés et elle commence, vous voyez, à connaître une pénétration vers l'ouest. Vous voyez bien que la grande agglomération parisienne, qui est une agglomération, il faut le dire, de col blanc, bourgeoise, avec des gens de haut niveau de diplôme, elle est entourée maintenant par le lepénisme. Dès que vous faites, au fond, 40 km de Paris, vous êtes en terre lepéniste. Que vous soyez au nord, à l'ouest, au sud ou à l'est. Vous rentrez dans les terres lepénistes. C'est la même chose à Lyon. Ça y est, Lyon commence à être entouré. Parce que le sud du Beaujolais se met à voter Le Pen, la région de Vienne se met à voter Le Pen, vers l'Ain on se met à voter Le Pen, et vers l'ouest et l'Auvergne on se met à voter Le Pen. Donc vous avez Lyon qui commence à être entouré. Et puis vous avez la vieille région historique, qui est la bordure méditerranéenne, qui était là, la grande, depuis 40 ans, la grande région. Mais vous voyez que maintenant, le lepénisme du Sud est moins important que le lepénisme du Nord. Il s'est déplacé et il s'est beaucoup prolétarisé. Parce que là, ce n'est pas tellement un électorat ouvrier, c'est un électorat beaucoup plus de classe moyenne, de petite bourgeoisie et même de bourgeoisie, qui se radicalise. Ce qui est très différent. Ce n'est pas du tout la protestation sociale qu'on a dans le Nord. Et puis vous avez, mais ça c'est très ancien, toute la vallée de la Garonne, jusque ici, le nord de la région de Bordeaux. Et ça, c'est les régions où à Bordeaux, des gens extrêmement modestes, dans l'agglomération bordelaise, vivent de l'autre côté de la Garonne. Et votent, vous voyez, massivement pour Le Pen. Mais ça y est, Le Pen est présente partout. Sauf, ce qui est très intéressant, ici, là, l'Alsace, la Bretagne et l'Ouest intérieur, ce sont des régions catholiques. Les catholiques restent extrêmement réticents, surtout les catholiques pratiquants, ce qu'il en reste, vis-à-vis du vote Le Pen. Même quand ils sont assez proches des convictions de Marine Le Pen, on ne va pas voter pour Le Pen. Ça ne se fait pas. Ce sont des voyous. Comme disait une vieille amie de ma mère. Elle était d'accord en tout avec ce que pouvait dire Madame Le Pen, ou Monsieur Le Pen, parce qu'elle était très préoccupée par la sécurité, l'immigration. Mais quand ma mère l'interrogeait, je lui disais, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Elle disait, ah non, je ne voterai jamais pour Jean-Marie Le Pen, c'est un voyou. Voilà. C'est un voyou. Donc, voilà, si vous voulez, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas simplement l'aspect politique, c'est qu'il y a deux France aujourd'hui. Et qu'on peut être assez préoccupé de la capacité, quel que soit le talent ou non du président, de réconcilier ces deux France. Ça ne va pas être une tâche facile. Ça va être plus difficile que la division entre la gauche et la droite. Ça sera plus difficile. Parce que là, derrière la fracture sociale, derrière la fracture politique, pardon, il y a une fracture sociale aujourd'hui. Et il y a une fracture territoriale. Quand vous avez les trois fractures qui se superposent l'une à l'autre, ça donne un mélange détonnant. Et on va peut-être le voir dès la rentrée sociale en France. Ça risque d'être assez sportif. Alors voilà les scores, et ensuite, la dernière étrangeté, les législatives. Alors tout le monde s'attendait, bon, ben Macron va avoir sa récompense, son gâteau de Noël, il aura une majorité confortable. Se passe une opération, Jean-Luc Mélenchon continue à faire le buzz, et dit aux Français, voilà, j'ai perdu, je suis arrivé en 3e position, j'ai été distancé, ça ne le dit jamais, mais j'ai été distancé à la fois par Emmanuel Macron très nettement et par Marine Le Pen très nettement, plus nettement que la dernière fois. Mais vous allez voir ma revanche.
vous allez voir ma revanche, vous allez m'élire Premier ministre, et je vais faire une nouvelle union de la gauche. La gauche était jusqu'alors divisée. Et donc, il dit qu'il va créer ce qu'on appelle la NUPES, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, qui en fait n'est pas une union de la gauche. Qu'est-ce que c'est que l'union de la gauche? L'union de la gauche, on a eu en 1936, au moment du Front populaire, et on a eu à partir des années 70, sous l'égide de Mitterrand et du Parti communiste de Georges Marchais, il y en a eu avec Jospin et les ministres communistes pendant la cohabitation au début du XXIe siècle. La NUPES, ça n'est pas ça du tout. C'est le ralliement à la France insoumise qui fixe entièrement ses conditions pour ses partenaires. L'union de la gauche, c'est quoi? C'est en général deux partis, les socialistes et les communistes, puis ensuite les Verts, qui se présentent au premier tour indépendamment les uns des autres et qui s'engagent à voter pour celui qui est arrivé en tête pour le second tour. C'est ça, l'union de la gauche. Ça n'a jamais été, on se réunit, et le parti le plus important est seul candidat dans certaines circonscriptions, et à ce moment-là, les socialistes n'ont pas le droit d'être candidats, les Verts n'ont pas le droit d'être candidats. C'est pas l'union de la gauche. Hein? Et d'ailleurs, il s'en est très bien tiré, le patron de LFI, parce qu'il a fixé ses conditions. Dans de multiples départements, c'était un candidat LFI. Il n'y avait pas de candidat socialiste, pas de candidat vert. Et les Verts et les socialistes n'ont eu que ce qui restait, hein, les miettes. Ce qui faisait en effet qu'il y avait des tas de gens qui me téléphonaient, des amis socialistes par exemple, qui me disaient mais comment je vais faire, j'ai pas de socialiste. Je disais bah oui. Et ils me disaient je croyais que c'était une union de la gauche. Je lui dis bah non, tu t'es trompé mon vieux. C'est pas une union de la gauche. C'est un ralliement au LFI qui a fixé ses conditions et qui a dit là les socialistes ont le droit, là ils n'ont pas le droit, là Vous voyez, une conception très autoritaire, que l'on comprend très bien quand on connaît Jean-Luc Mélenchon et le fonctionnement des LFI. Hein. Un patron, le patron décide, et puis voilà. Hein, et les autres exécutent. Hein. Et donc là, vous avez hein, en fait une NUPES qui est une fausse union de la gauche. Alors, cette NUPES a été présentée comme étant le grand vainqueur des législatives. C'est faux pour deux raisons. C'est faux pour deux raisons. D'abord, la première force, c'est ensemble, c'est-à-dire la majorité présidentielle. C'est elle qui est arrivée en tête. Deuxièmement, la NUPES, elle a perdu par rapport à la présidentielle. Parce que la NUPES, vous ne pouvez pas la comparer au score seul de Jean-Luc Mélenchon. Il faut ajouter Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, et il faut ajouter M. Jadot, candidat écologiste. Si vous faites ça, ils étaient 31% à peu près, la NUPES s'est retrouvée à 25,6%. Donc la NUPES a perdu des voix. Elle n'en a pas gagné, elle en a perdu. Les Républicains, en revanche, ont regagné beaucoup de voix. Pourquoi? Parce que les Républicains, c'est le parti du pouvoir local en France. La majorité des régions, la majorité des départements, la majorité des grandes communes sont dirigées par les Républicains. Donc, ils ont un ancrage local. Donc, ils ont regagné, vous voyez, plus de... Voilà, ils étaient à 5, ils sont passés à 10. Et le Rassemblement national, qui d'habitude perdait beaucoup, parce qu'il n'avait pas de candidat local, a remarquablement tenu. Parce que ça, c'est le Rassemblement national seul, hein, ce n'est pas le Rassemblement national dans une union. C'est le Rassemblement national seul. Il n'a perdu qu'environ 4 points. Hein. Et il a réussi une performance qui a étonné, d'ailleurs, Marine Le Pen elle-même. Et le résultat des courses est le suivant. On va terminer par ça. C'est qu'après le second tour de l'élection, voilà la Chambre qu'on a aujourd'hui, qui est en train de débattre. Aujourd'hui, il débattait de différents projets de loi. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 577 députés en France. Donc la majorité absolue, elle est de 289. Il faut avoir 289 voix pour être tranquille. Et là, vous voyez que la majorité a 244, ici 245.
la majorité est constituée du parti d'Emmanuel Macron, d'un parti centriste qui s'appelle le MoDem, et d'un parti de droite macroniste, dirigé par M. Édouard Philippe, ancien Premier ministre de Macron, qui a 29 députés, plus des députés qui sont un peu inclassables, et qui sont plutôt des députés de gauche ou d'écologie indépendante qui ne veulent pas rentrer dans la NUPES, qui ont rejeté la NUPES. Tout ça fait 245. Ah, ben oui, ça va pas. Il en manque 44 pour avoir la majorité. Donc, pendant les 5 ans, il va falloir, on peut très bien vivre avec une majorité relative, il suffit d'avoir l'abstention de certains groupes. Par exemple, aujourd'hui, le gouvernement a réussi à faire voter un article premier de sa loi en jouant simplement sur l'attitude du RN et de LR qui a voté avec Renaissance le premier article de la loi. Ou bien, il suffit parfois d'avoir l'abstention. Et vous jouez sur l'abstention des groupes. Donc vous n'avez pas besoin toujours de 289. Mais dans les situations très difficiles, là, vous avez besoin d'avoir 289, 290. Et donc là, il va falloir faire ce que font toutes les démocraties parlementaires dans le monde et en Europe. C'est très rare qu'une coalition majoritaire ait à elle seule la majorité des sièges. C'est très rare. Surtout que dans la plupart des pays, il y a de la proportionnelle. Vous imaginez, c'est encore bien pire qu'en France. Parce que ça, c'est du scrutin majoritaire à deux tours. Donc, il va falloir négocier. Il va falloir faire des compromis parlementaires. Et les compromis, c'est bien. C'est la base de la démocratie. De faire des compromis avec vos adversaires. C'est comme ça qu'on devient un peu moins stupide et un peu plus intelligent. Faire des compromis. Donc les compromis, il n'y a pas 36 solutions. Ils peuvent les faire avec la droite modérée. Avec le Front National, ça sera plus difficile, parce que c'est un courant de protestation. Mais le Front National, le Rassemblement National, en ce moment, a une stratégie très habile. Ils s'aperçoivent que la NUPES est arrivée, et la NUPES ne veut pas jouer vraiment le jeu parlementaire. Donc, ils transforment les séances de débat en foire d'empoigne. Interruption en séance, personne n'a sa cravate. Normalement, la cravate est obligatoire à l'Assemblée nationale. Ils arrivent en t-shirt, avec des chemises ouvertes jusqu'au nombril, etc. C'est le style, la provocation. Je suis celui par lequel le scandale arrive. C'est une très vieille stratégie. Mais il faut savoir que les Français vont très vite en avoir assez de ce type de comportement. Ils estiment que les lieux du pouvoir appellent une certaine dignité. Et là, ils ont très bien compris ça. Donc, tous les députés du Rassemblement national ont une cravate. Personne n'interrompt en séance. Marine Le Pen est au milieu des siens, fait respecter le comportement correct. Et en ce moment, ils sont en train de faire un tabac. Vous allez voir dans quelques temps les sondages de popularité du Rassemblement national. Parce qu'au fond, voilà, ils correspondent à ce à quoi les Français s'attendent de la part d'un député. Ils ne veulent pas qu'un député éructe. Ils veulent qu'un député participe, c'est sa fonction, au contrôle du gouvernement, au travail sur la loi et à l'élaboration et au vote du budget. Ils ne veulent pas que, voilà, on n'est pas là pour faire du cirque. Alors, du côté de la gauche, ils ont un groupe avec lequel il peut y avoir des négociations. C'est ce groupe de 22 députés, qui est un groupe, en fait, de députés de gauche qui ont refusé la NUPES. Assez souvent, ce sont des socialistes qui ont dit à leurs copains « Mais vous êtes fous, là. Vous êtes en train de vous mettre à genoux devant Mélenchon. Ça n'a jamais été ça, l'Union de la gauche. Donc nous, on refuse. » Et donc, ils se sont, en particulier dans le sud de la France, où il y a un vieux tempérament socialiste de gens enracinés depuis plus d'un siècle et demi. Là, ils ont refusé et ils ont réussi tout de même à avoir un groupe qui constitue à peu près 22 députés. Il faut savoir que pour avoir un groupe en France, il faut avoir 15 députés. Donc vous voyez, vous pouvez avoir 22 députés à gauche, un peu de députés LR, quelques régionalistes, là aussi. Ceux-là vont être très convoités.
Régionalistes, c'est en général des élus d'outre-mer, ou des élus corses, c'est-à-dire ceux qui sont ni de gauche ni de droite, mais veulent l'indépendance, ou une autonomie forte. Et ces députés, ils ne se retrouvent pas dans le jeu politique national. Mais on va très souvent, pour construire des majorités, les chercher. Et en général, c'était un ami qui s'occupait de ça jadis dans un gouvernement, qui était le gouvernement de Michel Rocard, qui lui aussi n'avait pas de majorité absolue, en 1988. Un ami maintenant disparu, Guy Carcassonne, qui était chargé au cabinet de Michel Rocard d'aller chercher les députés pour faire des coalitions. Et il disait, voilà, j'allais chercher chez les communistes, j'allais chercher chez les centristes, et j'allais chercher à l'outre-mer. Et il dit, en général, ça me coûtait 2 à 3 ronds-points. C'est-à-dire que, voilà, les députés leur disaient, ah, oui, j'ai besoin d'un rond-point dans ma circonscription pour que ça se passe mieux, que les voitures soient mieux distribuées. Et donc, est-ce que l'État pourrait me payer 1 ou 2 ronds-points? Donc il dit, en général, les négociations se finissaient toujours comme ça marchait au rond-point. C'était l'unité de compte pour les échanges politiques, mais la politique, c'est aussi fait de cela. Les négociations, ben, on négocie, avec les moyens que l'on a. Donc voilà quelle est la situation. Et pour terminer, il est trop tôt, on vient à peine d'élire notre président, mais de quoi l'avenir sera fait? Si ça continue comme aujourd'hui, ce qui est possible, il y aura l'héritier si Macron le veut. Parce que Macron, pour l'instant, il n'a envie d'aucune ombre. Il sait très bien, c'est son dernier mandat. Parce qu'il est interdit de se représenter plus de 2 fois en France, de faire plus de 2 mandats. Donc c'est fini pour Macron. En 2022, il faudra qu'il fasse autre chose. Donc Macron, l'homme qui pèse le plus dans tous les sondages pour l'instant, c'est son ancien Premier ministre, M. Édouard Philippe, patron d'Horizon, qui est un homme de droite venu au macronisme. Et donc on pourrait avoir, dans ce cas-là, un second tour Philippe Le Pen. Parce que Mme Le Pen, maintenant, ne lâchera pas. Elle avait songé plus ou moins à se reconvertir, mais là, avec 42%, un groupe de 89 députés, elle ne va pas se reconvertir. Voilà. Et puis on peut avoir une autre version, c'est-à-dire la crise politique continue, la disruption politique et le désordre, la désintégration continue, tous les partis de gouvernement s'écrasent, dont Renaissance, et nous n'avons plus que l'affrontement entre 2 partis de la protestation. Et là, pourquoi pas un Mélenchon-Le Pen. Et là, je vais vous dire, le taux d'abstention sera vertigineux. Parce que bien sûr, toute une série de Français ne se retrouveront ni dans l'un, ni dans l'autre. Et donc on risque d'avoir non seulement une élection qui sera très particulière, mais une élection dans laquelle la moitié du corps électoral dira « Allez, vous jouez entre vous, mais nous, on n'y participe pas ». Donc un vrai problème de légitimité qui sera encore renforcé, alors que ces 2 candidats sont sans arrêt en train de dénoncer la faible légitimité de ceux qui sont élus. Mais là, le taux d'abstention, croyez-moi, il sera vraiment très élevé. On aura du 45% d'abstention, du 50% d'abstention. Donc voilà de quoi l'avenir peut être fait, mais comme toujours, il y aura un 3e scénario qui s'imposera, que je suis incapable encore de concevoir aujourd'hui. Voilà, merci. Merci Pascal. De rien, merci à vous. Alors dans la tradition middelburgienne, j'invite les étudiants à poser la ou les premières questions, si le cœur vous en dit. Il faut le cœur et la voix. Les 2. Il n'y a pas de mauvaise question. Donc s'il y a des choses que vous avez mal comprises, aussi on peut y revenir. Oui. Qu'est-ce que s'est passé en l'année 1969 Alors, dans l'année 1969, il y a plusieurs
C'est une élection présidentielle, l'année 1969, qui vient après un geste très lourd, la démission du général de Gaulle. Le général de Gaulle est président. Il est battu dans un référendum de très peu, et il démissionne. Il n'était pas du tout obligé de démissionner. Aujourd'hui, aucun président de la République ne démissionne quand il a un référendum négatif. Mais de Gaulle, c'était de Gaulle. Il considérait que le peuple lui avait dit non, il avait prévenu le peuple, il avait dit si vous me dites non, je pars tout de suite. Le peuple dit non, il part. Donc, il y a une espèce d'angoisse presque. L'élection présidentielle est toute récente, 65, et les Français se disent mais comment on va faire? Il est parti. Et en France, quand un président meurt ou démissionne, c'est le président du Sénat qui le remplace, mais uniquement pour organiser l'élection. Vous voyez, aux États-Unis, vous avez un ticket, donc il y a un vice-président, dans ce cas-là, qui finit le mandat. En France, ça n'est pas ça. C'est le président du Sénat qui occupe le pouvoir, mais simplement pour organiser une nouvelle élection le plus rapidement possible. Et là, le président du Sénat est un notable centriste à l'époque, M. Poher, un vieux monsieur très respectable. Et ce vieux monsieur, une fois président de la République intérimaire, se dit « mais au fond, je vais me présenter ». Il se présente. Un héritier du général de Gaulle, Georges Pompidou, se présente. À gauche, il y a eu, un an avant 1969, les fameux événements de mai 68. C'est-à-dire la révolte étudiante, une contestation ouvrière extrêmement importante. Et donc la gauche est extrêmement troublée. Parce qu'il y a une gauche qui se dit révolutionnaire, il y a une gauche qui se dit réformiste, et puis il y a ce qui à l'époque est essentiel, la gauche communiste. Le premier parti de gauche encore à l'époque, c'est le Parti communiste. Et le Parti communiste dit, on ne veut ni de l'un ni de l'autre, les gauchistes, surtout pas. Les gauchistes, c'est le désordre. Donc on n'en veut pas. Et les mollassons socialistes, on n'en veut pas. Et donc il présente un leader, un vieux leader historique du PC, Jacques Duclos, qui va faire un très bon score, 21%. Et donc vous avez Georges Pompidou qui arrive en tête, M. Poher qui arrive en seconde position, et la gauche, qui aurait pu être au second tour, la gauche socialiste est laminée. C'est le maire de Marseille, M. Gaston Defferre, il est laminé, 5%. Donc ils sont totalement laminés, et la gauche révolutionnaire comme toujours. Elle fait beaucoup de bruit dans la rue, mais quand elle se présente dans les urnes, elle fait au maximum 3%. Et elle n'est pas représentative de ce qui se passe dans la population. Jamais. Et donc les gauchistes, bon, ils rentrent chez eux. Voilà. Et donc, il y a un second tour, vous voyez, très étrange, parce qu'il y a un second tour où il n'y a plus de gauche. Il y a l'héritier du général de Gaulle contre le centriste. Et la gauche va décider, la gauche socialiste, de soutenir le centriste. Mais c'est rien, il représente 5%. Et les communistes, eux, vont dire ni l'un ni l'autre. Ils appellent à l'abstention révolutionnaire au second tour. C'était leur thème, c'était bonnet blanc et blanc bonnet. Une affiche très forte politiquement. On voyait M. Pompidou et M. Poher, et puis vous aviez au-dessus blanc bonnet, bonnet blanc. Donc, refus de choix. Et l'abstention phénoménale que vous avez vue en 69, en fait, c'est une abstention politique. C'est les communistes qui décident de s'abstenir. Donc c'est une abstention, vous voyez, d'une autre nature. Et c'est M. Pompidou qui sera élu. Voilà. Vous voyez, parce que dans l'abstention, il y a à la fois des facteurs sociaux et des facteurs politiques. L'abstention, aujourd'hui, c'est des facteurs sociaux. C'est des gens qui se sentent loin de la politique, ou c'est des gens qui utilisent l'abstention parce qu'au fond, ils sont fâchés avec la politique. Ils s'intéressent à la chose publique, mais ils sont fâchés avec la politique. Vous savez, le discours, tous les mêmes, tous pourris, enfin bon, voilà. Il n'y a pas plus de pourris en politique qu'ailleurs, mais c'est pas grave. Ça les rassure de tenir ce type de discours. Et donc, c'est un abstentionnisme, si vous voulez, ou bien de protestataire, ou bien un abstentionnisme de distance. Il y a des gens, vous savez, des Français, par exemple, issus de l'immigration, parlant mal français, aller voter pour une élection française. Ça ne leur parle pas, mais ça leur semble très très loin. Ils s'intéressent d'ailleurs souvent plus à la vie politique du pays dont ils viennent. S'ils sont marocains, la vie politique au Maroc,
s'ils sont tunisiens, la vie politique en Tunisie. Hein. Vous n'avez qu'à regarder l'écoute des émissions télévisées chez nombre de Français issus de l'immigration. Ils écoutent parfois, plus souvent, les chaînes du pays d'origine que les chaînes du pays d'accueil. Hein, voilà. Donc, ces gens-là, c'est l'abstentionnisme de distance. Et puis, vous avez l'abstentionnisme de protestation. Et de temps en temps, vous avez des poussées parce que vous avez de l'abstentionnisme politique. C'est-à-dire, une force politique appelle à l'abstention. Et là, les communistes, c'était un électorat à l'époque très discipliné. Quand les communistes appelaient à l'abstention, voilà, on faisait ce que le parti avait dit. Aujourd'hui, les communistes, c'est plus rien. C'est 3%. C'est fini. Oui. Je m'intéresse à le financement des partis politiques. Marine Le Pen, maintenant, elle n'est pas candidate politique, mais comment est-ce qu'elle vit? Où sont les fonds? D'où viennent les fonds? Est-ce que c'est le public qui... Oui. Alors, les fonds, ce sont des fonds. En France, nous avons un système de financement public. C'est très différent des États-Unis. De financement public des élections. C'est-à-dire que tous les partis qui ont un certain nombre de députés, qui ont une représentation parlementaire, un certain nombre de voix lors des élections, reçoivent X euros par voix. Donc plus vous avez de voix, plus vous allez recevoir d'euros. Hein. Donc, Madame Le Pen, aujourd'hui, le parti avait de graves difficultés financières. Il n'a plus aucune difficulté financière. Hein. Là, il va recevoir du budget de l'État une manne financière. Hein. Même chose pour LFI. Hein. Ils sont très contestataires du pouvoir, mais ils vont recevoir du budget de l'État des sommes extrêmement importantes. Hein. Et ça, c'est financé avec quoi? C'est financé avec nos impôts. C'est un financement public, mais je crois que c'est, si vous voulez, un assez bon système. Hein. Ça permet aux minorités, quand elles dépassent les 5%, d'être financées. Donc même les petits partis sont financés, les tout petits partis sont financés. Hein. Le NPA, lutte ouvrière, reçoit de l'argent du budget de l'État. Hein. Ils l'acceptent, bien sûr. Et ça leur permet de vivre. Parce que Madame Le Pen, elle a un métier, elle est avocate. Mais elle fait de la politique de manière permanente. Hein. Ses deux sœurs sont employées au parti. Donc tout le monde vit au parti. Hein. Et tout ça est financé avec le financement public. Alors au financement public peuvent s'ajouter des financements privés. Mais les financements privés sont très étroitement contrôlés. Hein. Vous ne pouvez pas donner, même quand vous êtes une entreprise, vous ne pouvez pas donner beaucoup à un parti politique. Vous pouvez, mais c'est quelques milliers d'euros, pas plus. Vous ne pouvez pas arroser un parti politique comme on le fait aux États-Unis en mettant par exemple 10 millions de dollars. Ça, c'est impossible. Impossible. Donc c'est un système plutôt satisfaisant. Oui. En France, est-ce que ça arrive où les politiciens vont travailler après pour des entreprises privées? Oui. Alors, oui, ça se fait avec une remarque. Contrairement aux États-Unis, le personnel politique français a été pendant très longtemps et reste un personnel politique dans lequel le monde de la fonction publique est surreprésenté, particulièrement à gauche. Là, le monde de la fonction publique, par exemple à la France Insoumise, au Parti Socialiste, au Parti Communiste, est très surreprésenté. Le monde et les fonctionnaires, c'est facile pour eux, parce qu'ils sont détachés, puis après ils reviennent dans leur fonction. Il n'y a aucun risque quand vous êtes dans la fonction publique à faire de la politique. Quand vous êtes dans le privé, il y a un vrai risque, parce que vous partez et vous n'êtes pas sûr de revenir. On ne va pas vous garder votre place, hein, ou votre entreprise, etc. Donc le risque est beaucoup plus grand. Alors il y a plus de gens du privé à droite et dans la Macronie, chez Macron. Pas mal de professions libérales chez Macron, beaucoup de professions de conseil aussi, et de cadres du secteur privé. Au Front National, c'est un peu un autre profil, c'est beaucoup plus mitigé au Front National, et il y a beaucoup de gens de niveau assez modeste. On a même la
la joie d'accueillir 2 femmes de ménage parmi les députés. Il y a une femme de ménage noire, qui est une femme de ménage qui a emmené un mouvement de protestation dans des hôtels parisiens, qui est députée de la France Insoumise. Alors on ne parle que d'elle, mais il y a une femme de ménage également au Front National, qui est de la région de Montélimar, mais on parle beaucoup moins d'elle, parce que c'est loin, voilà, c'est moins flamboyant. Mais il y a 2 femmes de ménage à LFI et au Rassemblement National, ce qui montre, si vous voulez, un profil, vous voyez, de gens plus modestes dans ces partis extrémistes, bien que LFI soit plutôt un parti de petite classe moyenne du secteur public. Il y a beaucoup d'instituteurs, d'infirmiers du secteur public, de professeurs, du secondaire, vous voyez, c'est ce profil-là. Alors que le Rassemblement National, c'est tout de même beaucoup plus du secteur privé, et aussi une présence des anciens métiers de l'ordre, police, armée, étant donné la préoccupation pour l'enjeu sécuritaire. Voilà ce que l'on peut dire. Alors ensuite, quand ils finissent leur carrière, oui, si vous voulez, c'est pas facile quand on finit sa carrière en tant que député. Ça va quand vous êtes un député très connu, qui a été par exemple très présent dans des commissions, et s'est fait un réseau. Et il a été par exemple, imaginez quelqu'un qui est à la commission des lois, qui a été très présent dans le secteur des lois sur les entreprises, qui a rencontré des patrons, des syndicats, il a un vrai carnet d'adresses. Ce député, il retrouvera à se recaser. Mais un député beaucoup moins connu, qui n'a pas eu de responsabilité écrasante, une fois qu'il n'est plus député, c'est parfois le trou noir. D'abord parce qu'ils ne sont plus députés, donc il y a beaucoup de dépression, il faut savoir, de députés une fois qu'ils ont été battus, parce qu'il y a l'échec, il y a voilà, assumer, et puis après il faut retrouver un emploi. Et parfois vous n'êtes plus dans la vie active, au sens professionnel, depuis 10 ans. Et vous avez fait de la politique à 40 ans, vous avez 50 ans, à 50 ans sur le marché de l'emploi, même si vous êtes un ancien député, il y a beaucoup de députés là qui ont du mal, qui ont été battus. Beaucoup. Il ne faut pas croire que, voilà, on les recase, etc. Alors ils ont un système de retraite, mais une retraite sur 10 ans, c'est pas énorme. S'ils sont là depuis plus longtemps, la retraite est assez confortable. Ils gardent une indemnité, alors je ne sais plus si c'est sur 6 mois, encore extrêmement confortable, mais après c'est fini. C'est fini. Oui. Le déclin de la classe moyenne fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Croyez-vous que ce déclin soit lié à la mort des partis centristes en France? Et si oui, est-il possible de rétablir les partis centristes sans la classe moyenne? Très bonne question. Si vous voulez, les grands partis traditionnels, ils avaient, comme on dit, une base sociale. Les marxistes disaient une base de classe. Les partis de gauche avaient une base de classe ouvrière, employée et tout petit cadre. Les partis de droite avaient une base profession libérale, monde de l'agriculture, à l'époque où il y avait encore des agriculteurs, et tous les métiers qui tournaient autour de la loi, les notaires, les juges, etc. Ces bases-là sont en train de se renouveler, parce qu'en effet, depuis la fin des années 60, il y a eu une extraordinaire poussée des couches moyennes, essentiellement des couches moyennes salariées, c'est-à-dire les cadres moyens, ce qu'on appelle les professions intermédiaires en France, et les cadres supérieurs, les colons. Là, quand vous regardez les statistiques, les agriculteurs, c'est la chute libre, et même maintenant, la classe ouvrière, le groupe ouvrier, est en érosion. Il ne s'effondre pas, mais il est en très nette érosion. Et ce ne sont plus les mêmes ouvriers qu'avant. Avant, c'était des ouvriers d'usines, vous voyez, de grandes usines. Maintenant, c'est des ouvriers de toutes petites entreprises, et même des ouvriers qu'on appelle des ouvriers de service. Vous voyez, le jeune garçon qui vient vous livrer la pizza à Paris le soir, quand vous avez faim à 10 h du soir,
le jeune garçon qui vient vous livrer ça, il est dans les statistiques ouvriers de service. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'ouvrier qui, tous les matins, arrivait sur une chaîne de montage d'automobile. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Hein. Donc, il y a une nouvelle classe ouvrière qui n'a plus du tout une conscience de classe ouvrière. Avant, les ouvriers avaient une conscience de classe. Les ouvriers, aujourd'hui, ils n'ont plus de conscience de classe ouvrière. Ils savent qu'ils sont parmi les gens d'en bas, mais il n'y a plus cette conscience de classe, comme disait en effet le langage marxiste. Donc, les ouvriers ont changé, les employés augmentent, et c'est une population, les employés c'est commerce et bureau, les employés de commerce et les employés de bureau. Et c'est une population en voie de féminisation extrêmement forte, hein, mais qui est très souvent liée matrimonialement au monde ouvrier. C'est-à-dire beaucoup d'ouvriers épousent des employés, beaucoup d'employés épousent des ouvriers. C'est deux couches sociales dans lesquelles il y a des liens extrêmement forts. Ces couches moyennes, pendant très longtemps, elles ont cherché un exutoire politique. Vous voyez, elles connaissaient une poussée, puis elles se disaient, à la gauche, c'est tout de même la gauche des ouvriers. À la droite, c'est la droite des bourgeois. Bon. Donc nous, on va essayer de faire autre chose. Et quand, en 1974, par exemple, M. Giscard d'Estaing est élu, il est un peu le représentant de ces nouvelles couches moyennes. Et au fond, dans les années 70 et 80, il y a eu une concurrence politique pour le contrôle des couches moyennes. Entre la droite non gaulliste, hein, Giscard, les centristes, hein, et le Parti socialiste. Et c'est le Parti socialiste qui a gagné. C'est le Parti socialiste qui est devenu, peu à peu, véritablement le représentant. Il suffit de regarder la sociologie de son personnel, etc. Voilà, c'est le parti des cols blancs, le Parti socialiste. Il y a très peu d'ouvriers, très peu d'ouvriers, mais c'est le parti des cols blancs. C'est le parti dans le monde enseignant, par exemple, ça a été pendant longtemps une puissance incroyable, le Parti socialiste. Tous les enseignants étaient presque peu ou prou socialistes. Donc, ces couches moyennes, aujourd'hui, elles sont en voie de reconversion. Alors, elles sont en voie de reconversion. Elles ont différentes stratégies de reconversion. Pour certains, c'est la reconversion vers Macron. Macron a attiré toute une partie de cols blancs socialistes. En revanche, les petites couches moyennes socialistes, ils ont été moins attirés. Mais vous êtes un col blanc, vous voyez, un cadre supérieur du privé ou du public, socialiste. Macron, pour vous, c'est le socialisme moderne. Et c'est pas le socialisme qui s'encombre de vieilles lunes, vous voyez, de trucs d'alliance avec l'extrême gauche, etc. Bon. Donc pour vous, c'est un socialisme moderne. Donc certains sont allés vers Macron. D'autres sont allés beaucoup à un moment vers les Verts. Les écolos ont un profil très cadre supérieur, très profession intellectuelle supérieure. Plus vous avez un diplôme élevé, plus vous votez Vert. Plus vous avez un diplôme bas, plus vous votez Marine Le Pen. C'est les deux partis qui sont les antithèses en France. Hein, les deux partis les plus différents, c'est vraiment les Verts d'un côté et le Rassemblement national. Et puis, une petite partie, maintenant, il faut être très attentif, une petite partie des cadres, on a un chercheur à Sciences Po, Luc Rouban, qui travaille beaucoup là-dessus, commence à être séduit par le Rassemblement national. Plus le Rassemblement national devient respectable, plus les couches moyennes commencent à voter pour lui. D'abord, ça a commencé dans les couches moyennes du privé, et maintenant, ça y est, la fonction publique, pour la première fois, est touchée. Et ça a commencé par, vous savez, dans la fonction publique en France, il y a 3 catégories. Il y a les fonctionnaires de haut rang, fonctionnaires A, fonctionnaires moyen de rang, B, et les tout petits fonctionnaires, fonctionnaires C. La pénétration du Rassemblement national a commencé chez les fonctionnaires C. Les gens qui, dans les collèges, par exemple, s'occupent de l'entretien des salles, voilà, ce petit personnel de la fonction publique. Et puis après, ça a pénétré les B. Et maintenant, ils commencent à s'attaquer aux A. Mais les A, c'est des plus hauts niveaux de revenus. Donc, mais B et C, maintenant, Marine Le Pen fait autant que dans la population nationale. Et ça commence même maintenant au milieu enseignant. Alors là, ça veut dire que le bastion de la gauche craque. Hein,
Parce que quand les enseignants se mettent à voter RN, alors là, vous voyez, c'est le monde à l'envers. Hein, parce que c'était un milieu très austère. Très austère. Mais sur des problèmes de sécurité dans les collèges, dans les classes, sur des problèmes d'intégration des élèves, vous avez toute une frange des professeurs qui commencent un peu à se radicaliser. Et comme il n'y a pas de débouché à droite, puisque la droite a beaucoup de mal à exister, hop, ils vont vers Marine Le Pen, et plus elle est respectable, plus ça va marcher. Et si ça marche, alors là, les portes lui sont ouvertes. Parce qu'elle aura réussi à devenir interclassiste. Parce que pour le moment, si vous voulez, on a deux candidats qui se sont opposés. Qu'est-ce qui manque à Macron? Le petit peuple. Qu'est-ce qui manque à Marine Le Pen? La bourgeoisie. Le jour où une bourgeoisie se rapproche de Marine Le Pen, c'est bon pour elle. Le jour où Macron ou les macroniens reconquièrent le petit peuple, parce qu'ils ont toute une partie des couches populaires, mais le petit peuple, là, ils tiendront et deviendront une force d'avenir. Sinon, ils peuvent très bien, en 2027, disparaître. Parce que Macron, c'est très personnalisé. Qu'est-ce que le macronisme après Macron? Macron, il invente tous les jours un truc, voilà, c'est son mode de fonctionnement, quoi. Hein? Qu'est-ce que c'est que le macronisme sans Macron? Personne n'est capable aujourd'hui de vous le dire. Moi, à mon avis, pas grand-chose. Pas grand-chose. Et donc, ça peut se reclasser après. Voilà. Une question rentrée, non? Qui vous empêchera de dormir? Oui. Si la crise en Ukraine est grave, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen va changer sa position politiquement un peu Oui. Elle le devrait. Elle le devrait. Parce que si la crise se prolonge, si la crise devient grave, la capacité des dirigeants européens, donc des dirigeants français, à peser sur la scène diplomatique pour trouver une issue de sortie de la crise ukrainienne est décisive. Les poids lourds, il n'y en a pas 36 en Europe. Il y a M. Draghi. Quand M. Draghi parle, on l'écoute. Hein? Il y a Macron. Quand Macron parle, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais on l'écoute. Hein? Quand M. Scholz parle, on l'écoute. Ça n'est pas au niveau de Mme Merkel, mais voilà, c'est des hommes de poids. C'est des hommes au travers desquels peuvent s'inventer des sorties de crise. La sortie de crise pour l'instant avec Marine Le Pen, personne ne l'imagine. Marine Le Pen, elle est présidente. Elle sera seule sur la scène internationale. Qu'aura-t-elle comme allié? Macron, il a des tas d'alliés. Hein, il peut parler à peu près avec tout le monde en Europe. Marine Le Pen, elle parlera avec Orban en Hongrie, un peu avec Kaczynski en Pologne, et puis après, ça sera fini. Hein, voilà. Mélenchon est élu. Mélenchon aurait été Premier ministre. Qui aurait parlé avec Mélenchon? Quel aurait été le poids de Mélenchon sur la scène internationale? Sur l'Ukraine? Au contraire, ça aurait été pour la France terrible, un Premier ministre comme Mélenchon. La France n'aurait plus de voix du tout. C'était fini. Parce qu'à l'extérieur, les gens se seraient dit, bon, d'accord, un proche de Poutine qui maintenant est à Matignon, bon, hein, voilà, c'est fini. Donc, c'est ça tout de même, les limites de ces candidats protestataires. C'est des gens qui peuvent faire en partie le travail, mais qui ne peuvent pas faire tout le travail d'un président de la République, et qui, particulièrement sur la scène internationale, sont incroyablement handicapés. Hein? Incroyablement handicapés. Ou alors, il faut faire du Trump. Enfin, seul Trump peut faire du Trump. Hein? Et pour les États-Unis, ça n'a pas été, au plan international, une franche réussite. Hein? Voilà. Bon, il y a quelques secteurs où il a réussi un tout petit peu à faire bouger les choses sur les rapports, en effet, entre Israël et l'Arabie Saoudite. Donc, il y a des toutes petites choses. Hein? Mais globalement, c'est plutôt un bilan négatif. Hein? Donc, c'est la limite de ces grands candidats populistes. Regardez Bolsonaro au Brésil. Quand vous aviez un grand président brésilien comme il y a eu, voilà, le Brésil pesait de tout son poids sur la scène internationale. Que pèse le Brésil de Bolsonaro aujourd'hui? Mais c'est rien. C'est un leader, un président brésilien qui fait rire tout le monde. Mais Bolsonaro, d'accord.
c'est pas la peine, passons au suivant. Et tout de même, beaucoup de problèmes économiques, politiques, militaires, sont des problèmes supranationaux. Donc si vous n'avez pas cette compétence supranationale, vous êtes tout de même très embêté, et ça, les populations le sentent. Vous voyez ? Dans la victoire de Biden aux États-Unis, il y a tout de même l'idée que Biden a beaucoup de métiers politiques, même s'il est âgé, etc. Mais il a beaucoup de métiers politiques, il a été un bon vice-président, et il a une expérience internationale très importante. Très importante. Il connaît à peu près tous les leaders du monde. Hein. Ça, comment voulez-vous? Trump, il connaissait personne. Quand il est arrivé en France, il ne connaissait personne. En Europe, personne. D'ailleurs, ça ne l'intéressait pas. Le Luxembourg, bon, la Moldavie, mais où c'est ce truc? C'est très particulier. Hein. On aurait pu se fâcher. Voilà, ben écoutez, bonne soirée à tous. Merci de votre attention. Merci.